Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de génie logiciel. Aujourd'hui, nous allons parler de la modélisation IML. Le précédent chapitre nous a permis de comprendre en réalité c'est quoi le génie logiciel, c'est quoi les cycles de vie d'un logiciel et également quels sont les différents paramètres de qualité que nous devons rechercher lorsque nous mettons en place un logiciel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'IML. Avant d'aborder l'IML, vous savez que lorsque vous créez un logiciel, il s'agit de tout un groupe de gens qui vont se mettre tout autour du projet pour essayer d'analyser, par exemple, le besoin, par après de rédiger les différentes spécifications fonctionnelles et techniques, de passer dans la phase de conception, puis l'implémentation. Dans la partie analyse et conception, un certain nombre de points doivent être éclairés. Par exemple, si vous êtes un groupe de personnes qui travaillent sur un projet, vous devez avoir le même vocabulaire de sorte que la communication ne soit pas perturbée. Et deuxièmement, vous devez avoir un certain nombre d'outils que vous maîtrisez et qui va vous permettre de bien travailler en groupe ou également de comprendre les différents aspects de votre projet. C'est pour cela qu'on fait souvent la modélisation. Je donne un exemple de la construction d'une maison. Un architecte fait le plan et les différentes personnes qui vont intervenir pourront facilement, en lisant le plan, comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que c'est d'une maison avec un seul niveau ou deux niveaux, trois niveaux et ainsi de suite. Donc, l'architecture, le plan de la maison permet facilement de comprendre de quoi il s'agit. De même, au niveau de la construction, bien de la création des logiciels, il nous faut aussi un certain nombre d'outils, plus précisément deux modèles qui vont nous faciliter la tâche pour la compréhension des différentes phases de la conception du logiciel. Et pour cela, le langage de modélisation IML est un langage très important. Donc, ce langage a été mis en place dans le simple objectif de nous faciliter la modélisation de notre logiciel. Donc, l'objectif principal de la modélisation, c'est maîtriser la complexité. Pourquoi on modélise? Pour facilement comprendre de quoi il s'agit. Plus on comprend de quoi il s'agit, moins le problème sera complexe et plus ça sera facile de pouvoir l'attaquer et le résoudre. Donc, modéliser veut dire tout simplement abstraire la réalité pour mieux comprendre le système à réaliser ou réaliser. Quand on dit abstraire la réalité, c'est quoi? C'est on ne donne pas tous les détails nécessaires. On représente juste le grand plan, le haut niveau. D'accord? Si le bas niveau était les détails, le haut niveau serait juste l'abstraction de la réalité. Donc, le modèle doit être relié au monde réel. Ça doit nous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Par exemple, les travaux existants, un modèle peut nous schématiser notre système, comment c'était constitué avant la modélisation actuelle, ce qui a été réalisé et ce qui reste à réaliser. Donc, un modèle peut être exprimé avec différents niveaux d'abstraction et de raffinement. Je donne un exemple, par exemple, la répartition électrique de l'immeuble, de la cage d'escalier, de l'appartement, de la pièce, sont les différentes parties de votre système pourront être modélisées afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais on essaiera toujours de dissocier deux niveaux, le haut niveau et le bas niveau. Donc nous, lorsqu'on modélise souvent, on attaque en premier lieu le haut niveau où les choses sont représentées de manière un peu abstraite et par la suite, on attaque le bas niveau. Une seule vue du système n'est pas suffisant. Donc lorsque vous modélisez, vous avez plusieurs intervenants
Et la vue d'un seul intervenant n'est pas suffisant. D'accord? Les intervenants métiers du projet informatique possèdent des préoccupations multiples. Par exemple, le plan de masse, vie des faces, vie des côtés. C'est pour cela même que vous devez avoir plusieurs angles pour facilement comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi et comment modéliser en orienté objet? Nous devons modéliser dans le seul but de relier le modèle au monde réel par la notion d'objet. D'accord? Vous vous rappellerez que nous avons déjà parlé de la conception orientée objet. Donc, lorsqu'on parle de l'orienté objet, ça veut dire qu'on fait l'abstraction d'un système et on le décompose en petits systèmes qu'on appellera plus tard des objets. D'accord? Le monde réel est constitué d'objets physiques ou immatériels. Par exemple, on voit des voitures, on voit des maisons, on voit des arbres, on voit des animaux, et ainsi de suite. Et tracer les objets virtuels et modélisés depuis le monde réel. D'accord? On va commencer à modéliser chaque objet et à lui donner un sens dans notre système. Pourquoi nous devons aussi modéliser? C'est pour favoriser les abstractions naturelles du monde réel utilisables en modélisation. Ok? Ça veut dire que objet vu comme boîte noire, donc vous n'entrez pas dans les détails, seules les propriétés extérieures qu'on appelle les interfaces seront visibles. Ces objets vont être caractérisés par certaines informations telles que le nom. Ils seront des objets appartenant à une classe. Ils seront peut-être des objets qui vont répliquer certaines fonctions de certaines classes, d'accord, par la notion qu'on appellera plus tard l'héritage, et ainsi de suite. Donc, l'objectif supplémentaire lors de la modélisation orientée objet, c'est obtenir une meilleure indépendance du modèle par rapport aux fonctions demandées. D'accord? Et deuxièmement, meilleure capacité d'adaptation et d'évolution du modèle lorsque les fonctionnalités sont modifiées ou ajoutées. D'accord? Je peux facilement dire, voilà, je viens d'ajouter une fonction, je prends simplement mon modèle qui a été déjà créé, je l'adapte, j'ajoute ou j'enlève. D'accord? Je crée en réalité un objet de référence. Le langage, il y a plusieurs langages pour la modélisation des objets. Et lorsque, par exemple, vous regardez dans le système de dessin technique ou bien dans tout ce qui est modélisation d'activité, il y a plusieurs approches, d'accord? Plusieurs langages qui vont nous aider à modéliser. Dans notre cas, nous avons opté pour le langage UML. En anglais, c'est Unified Modeling Language. C'est le langage qui va nous aider de modéliser nos systèmes. C'est un langage qui a été proposé par un certain nombre de gens et ce n'est qu'à 97 qu'il y a eu la première version 1.1 par Ivar Jabson. Mais avant, c'est un langage qui hérite d'autres langages comme le langage ADA, le langage OMT. Donc si vous allez dans le site des références omg.org, c'est ce site qui héberge toutes les références, les versions de l'UML. Donc vous entrez dans l'UML, vous allez chercher l'architecture UML ou la spécification UML, vous allez trouver assez de détails. Et il y a plusieurs outils, plusieurs logiciels que vous pouvez utiliser pour modéliser en UML. Parmi les outils, on peut voir par exemple l'Argo UML, d'accord, qui permet de modéliser notre système. C'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Vous avez Objecteering aussi, vous pouvez les télécharger. Le plus connu, c'est Rational Rose, c'est payant, d'accord. Vous devez télécharger, peut-être il vous donnera 30 jours d'essai. Power AMC aussi, c'est un logiciel payant, mais il y a aussi la version gratuite dont je vous conseillerais d'installer. Pendant au moins 30 jours, vous pouvez utiliser, vous familiariser. Donc, pour les TP, nous allons utiliser Power AMC. D'accord? Il y a plusieurs outils de modélisation, mais voici quelques-uns que vous pouvez utiliser. Donc, l'IML a fait beaucoup de progrès, d'accord?
Héritant de l'OMT et de Bosch, l'UML a évolué et actuellement nous avons la version 2.51, d'accord, qui est la spécification de 2017. Donc il y a plusieurs versions aussi qui vont venir par la suite. Donc si vous êtes trop intéressé, allez dans les sites officiels, regardez quelle est la dernière version. Maintenant ils ont séparé deux documentations, une documentation pour l'infrastructure et une documentation pour la spécification. Donc vous pouvez aller dans les détails et lire les différents documents pour comprendre de quoi il s'agit au juste. Donc l'UML comme langage, c'est la notation de modélisation la plus répandue dans le monde. Donc, plusieurs compagnies, plusieurs universités, plusieurs entreprises utilisent l'UML pour modéliser leur système. On ne modélise pas simplement dans le domaine de l'informatique, même dans le domaine bancaire, services financiers, télécommunications, le transport, le domaine de l'énergie, d'accord? Ça contient beaucoup d'outils qui vont vous aider à capter votre système et aider ceux qui vont par la suite travailler sur votre projet de facilement comprendre de quoi il s'agit. Ok? Bien sûr, ces gens-là doivent aussi avoir un minimum de connaissances sur les différents objets utilisés dans l'UML. Donc, l'UML est un langage de modélisation orienté objet. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une méthode de développement des logiciels. Comme nous avons vu la méthode Scrum, il y a la méthode RUP, il y a plusieurs approches. Ce n'est pas ces genres de méthodes, c'est juste un langage, comme vous programmez en Java, en C++, mais pour la modélisation, c'est le langage UML que vous pouvez utiliser. D'accord? L'UML a été adopté par toutes les méthodologies, les méthodes orientées objets. Donc, c'est maintenant répandu, c'est une référence. C'est public, d'accord? Ce n'est pas privé, c'est un standard. Tout le monde doit suivre ce qui a été défini dans la spécification et les différents documents de référence. Donc, vous devez vous familiariser avec ce qui est proposé dans les standards. À quoi va servir l'UML? C'est un langage qui va nous servir premièrement de visualiser, d'accord? Visualiser chaque symbole graphique qui est dans notre système. Donc, chaque symbole graphique aura une signification, d'accord? Une sémantique, une description. Et lorsque vous voyez cela, vous dites il s'agit d'une classe, il s'agit d'un diagramme d'activité et ainsi de suite. Ça va nous aider aussi à spécifier de manière précise, complète et sans ambiguïté. D'accord? On peut comprendre de quoi il s'agit, les interactions entre les éléments, rien qu'en regardant ce qui a été mis comme lien. Ça peut nous aider aussi à construire. D'accord? On peut, à partir de certains nombres de diagrammes, générer, par exemple, de bases de données, générer, par exemple, des requêtes SQL, générer des fonctions dans des langages de programmation bien définis. Et aussi, on peut documenter les différents diagrammes pour une future utilisation. Donc, l'UML reçoit la participation de plusieurs contributions, de plusieurs langages, d'accord, de plusieurs diagrammes, de plusieurs frameworks, de plusieurs patterns, modèles, et c'est devenu quand même un langage qui est costaud. D'accord, il y a plusieurs contributions. Si nous devons regarder l'UML en termes de modélisation d'un système, on peut voir l'UML sous trois axes. Ça nous permet de comprendre un système sur le plan statique. Ça veut dire que ce qu'est notre système, d'accord, que contient notre système. Sur le plan fonctionnel, que fait notre système. Et sur le plan dynamique, les interactions entre les différents acteurs et les systèmes ou les différents objets de notre système. Donc, la modélisation avec l'UML permet de comprendre un système. Je donne un exemple, parce que le mot système, réduisez-le pour l'instant pour ne pas trop vous compliquer à votre projet. D'accord? Lorsque vous réalisez quelque chose, vous réalisez un projet, vous réalisez un système. OK?
plus tard, ça pourrait prendre une autre dimension. Pour l'instant, prenons l'exemple, vous devez concevoir un logiciel qui va vous permettre de comptabiliser, par exemple, le nombre d'étudiants dans une salle de classe. D'accord? De faire ce qu'on appelle le pointage. Chaque jour, les étudiants vont se pointer. Vous avez un lecteur d'empreintes digitales où ils vont poser leur empreinte et en même temps automatiquement inscrire ça dans une base de données et à la fin du mois ou de la semaine ou de l'année, donner le nombre de présences et d'absences. Un tel système, l'IML peut vous aider à comprendre son fonctionnement. L'IML va utiliser ce qu'on appellera des diagrammes sur le côté fonctionnel pour vous aider à comprendre que fait le système. Notre système permet de faire quoi? Qu'est-ce que les utilisateurs peuvent faire? D'accord? Quels sont les différents acteurs qui interviennent dans le système? C'est pour comprendre les différentes fonctions. Deuxième partie, c'est l'aspect statique. Les informations qui vont caractériser votre système. D'accord? Les données de votre système, c'est sur le plan statique. Et troisièmement, comment les gens vont interagir. D'accord? Le diagramme de séquence, par exemple. J'ai le lecteur d'empreintes digitales. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais attendre un bip avant de poser mon doigt ou je commence à poser mon doigt et quelle est l'étape suivante? Ainsi de suite. Donc, cette dynamique-là, le diagramme de séquence ou d'autres diagrammes d'activité vont vous aider à comprendre. Donc, retenez ces trois axes. Lorsque vous voulez modéliser un système, cherchez d'abord à comprendre que fait votre système, que contient votre système et comment évolue votre système, ou autrement dit, quelles sont les interactions entre les utilisateurs, les acteurs et les systèmes, ou bien les différents objets de mon système. Donc, l'UML en soi, en UML, le modèle peut être utilisé à différents niveaux d'abstraction, du plus conceptuel à l'implémentation. D'accord? On peut aussi appliquer les mécanismes de transformation continue tels que la conception, l'organisation, la logique et physique. Donc, si vous avez utilisé un peu la méthode Merise, vous voyez que la méthode Merise avait un modèle conceptuel, un modèle logique et un modèle physique qu'on appelle technique. Donc, les MCD, les MLD et les MCT. D'accord? C'est un peu près cette approche-là, mais l'UML va au-delà des systèmes d'information. D'accord? Il va au-delà pour ne pas se limiter juste au niveau information. Plusieurs diagrammes à partir de la version 2 ont intégré l'UML. Au départ, on avait 9 diagrammes, maintenant on a plus de 13 diagrammes. Et chaque diagramme modélise un certain aspect de votre système. Retenez-le. Lorsque j'utilise un diagramme, c'est pour modéliser un certain aspect de mon système. Donc, il y a tels que les diagrammes des cas d'utilisation, le diagramme des classes, le diagramme des séquences, le diagramme de collaboration, le diagramme d'objets, le diagramme d'état de transition, le diagramme d'activité, le diagramme de composants et le diagramme de déploiement. Donc, vous avez plusieurs diagrammes dans votre système. D'accord? Vous avez plusieurs diagrammes et chaque diagramme est appelé à une tâche spécifique. Ok? Chaque diagramme fera une tâche spécifique. Ici, on en a laissé que 9, mais il y en a plus. D'accord? Donc, on voit par exemple le diagramme des classes, diagramme des séquences, état de transition, diagramme d'objets, diagramme de composants, diagramme de collaboration. Donc, tous ces diagrammes héritent de la classe abstraite diagramme. Donc, lorsque nous regardons quelques diagrammes par exemple, souvent vous verrez l'image d'un bonhomme avec un petit cercle sous forme d'ellipse et une droite qui relie le bonhomme. Donc, ces modèles ici, on appellera souvent diagramme des cas d'utilisation. Donc, si vous voyez ces bonhommes-là avec des cercles, ce sont des diagrammes des cas d'utilisation.
Donc, chaque diagramme aura un certain nombre d'outils, d'objets que vous pouvez utiliser. OK? À quoi va servir ces diagrammes? Tout simplement à nous aider à comprendre les fonctionnalités de notre système. Parce que c'est la question principale. Lorsque vous réalisez un logiciel, un programme, n'importe quel système électronique, électrique, n'importe quel système que vous réalisez, une des questions fondamentales que vous devez vous poser est celle-ci. À quoi va servir le système? D'accord? Que fait notre système? Qui sont les acteurs de notre système? D'accord? Comment ces acteurs interagissent avec le système? Donc, le diagramme des cas d'utilisation fait ressortir les différentes fonctionnalités de votre système. Pourquoi on a besoin de connaître les fonctionnalités? Parce que ça définit le périmètre de votre système. Ce qui n'est pas défini dans les cahiers des charges ne sera pas traité. Ce qui n'est pas défini au niveau de la spécification fonctionnelle de notre système ne sera pas abordé. C'est un autre projet. D'accord? Le projet se focalise sur ce qui a été arrêté comme cahier des charges. Le diagramme des séquences, c'est un des diagrammes importants. D'accord? Chaque cas d'utilisation apparaît comme un scénario et ce scénario doit être décrit comment? Par le diagramme des séquences. Donc, j'ai juste un petit scénario, par exemple, acheter un livre ou prélever la température. Mais prélever la température, c'est peut-être que 4 ou 5 interactions. Premièrement, la personne doit se positionner devant le thermomètre. Le thermomètre va identifier la personne. Le thermomètre va interagir, va collecter les données et va retourner la réponse. Et si on prélève la température, on pourra dire si ta température est en dessous de telle valeur, c'est normal, tu peux traverser, tu peux prendre l'avion. Dans les cas contraires, on te met en quarantaine. D'accord? On peut créer ces scénarios-là. Comment on le crée? Avec des diagrammes des séquences. C'est-à-dire ça montre les interactions entre les acteurs et les systèmes selon un point de vue temporel. Parce que ici, vous avez ce qu'on appelle une ligne de vue qui vous dit à l'instant T, voilà le message qui va être envoyé. Par après, le système va faire une vérification. Par la suite, le système va répondre à l'acteur et l'acteur va répondre également au système. D'accord? Donc, c'est un ensemble de messages échangés entre les acteurs et les systèmes, ordonnés chronologiquement. Donc, si vous ratez un message, ça veut dire lorsque quelqu'un va concevoir votre système, va implémenter, la personne aussi va rater quelque chose. Donc, tout ce dont vous voulez, tout ce que vous voulez, voir dans votre système, vous devez bien le décrire au niveau du diagramme de séquence. Et le diagramme de classe, ça va représenter les différents objets qui seront dans votre système, les informations que ces objets-là vont contenir et les interactions, la relation entre ces différents objets. D'accord? Cela va aider par la suite à faire deux choses. Premièrement, à modéliser votre programme pour dire comment le programme, les différents composants ou objets vont communiquer. Et deuxièmement, comment l'information sera stockée dans la base de données ou dans une mémoire volatile, par exemple, si on utilise une memory cache. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques, mais juste comprendre que ces diagrammes sont vraiment importants. Donc, le diagramme des cas d'utilisation, c'est un diagramme qui décrit les interactions entre les systèmes et les utilisateurs. Il aide dans la visualisation des exigences, ça veut dire de besoins. Rappelez-vous, on avait utilisé le diagramme de la bête à cornes pour comprendre les fonctions principales. Je vous avais dit que ce n'est pas la seule méthode. Dans UML, le diagramme des cas d'utilisation, c'est aussi un diagramme comparable au diagramme de bête à cornes pour comprendre les fonctionnalités du système. Donc, chaque approche que vous utilisez aura ces éléments de langage que vous devez comprendre. Donc, si on choisit l'UML, utilisez les cas d'utilisation. Le diagramme d'activité va représenter les séquences et parallélisme dans les activités du système. Autrement dit, modélisation de processus métier avec les échanges de données. Donc, si je veux comprendre comment mon système va fonctionner du point de vue
métier. Quand on parle métier, on voit l'application, d'accord, les fonctions clés de l'application. Donc, le diagramme d'activité va aider à schématiser cela, d'accord. Par exemple, si quelqu'un va au restaurant, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il entre dans le restaurant, le serveur va lui indiquer sa place. Après, il va solliciter un menu et par la suite, il va commander et la commande va aller dans la cuisine. La cuisine va préparer. Pendant qu'on prépare, on peut lui donner juste un rafraîchissant le temps que le repas soit prêt. Une fois l'apéritif, une fois que le repas est prêt, on va le servir. Il termine à manger, il va payer et par la suite, il va partir. D'accord? Donc, ce sont ces différentes étapes-là qui représentent les activités. Et ces activités, en réalité, ce sont les différents composants à modéliser avec le diagramme d'activité. Donc, vous avez le diagramme de classe. Il va représenter les différents objets, leurs informations, d'accord, et la relation entre ces objets. Donc, un objet, c'est une instance d'une classe définissant une configuration importante du système. Il y a aussi le diagramme de machine à état, d'accord. Donc, les états vont représenter l'évolution de votre système selon un cycle de vie, ok, et les différents événements qui vont provoquer la transition ou le changement d'état. Quand si je représente par exemple un interrupteur, l'interrupteur a souvent des états on ou off, d'accord. Mais pour que ça soit on, ça veut dire qu'il doit y avoir une action. Ça peut être une action mécanique, d'accord. Quelqu'un doit fermer la connexion ou ouvrir, d'accord. Si c'est une action automatique, ça peut être déclenché par exemple par une empreinte digitale. Je vais appuyer sur, je mets ma main sur un lecteur d'empreinte. On vérifie dans la base de données que mon empreinte existe, c'est bel et bien moi, d'accord, et on donne à l'interrupteur par exemple un signal électrique par exemple de 5 volts pour dire voilà, tu dois t'allumer, ou bien les 0 volts, éteindre s'il s'agit d'une porte, ouvrir ou fermer. Donc les applications varient selon, mais le plus important c'est de comprendre qu'il y aura une certaine transition, le passage d'un état à un autre. Et le langage qui le modélise le mieux, c'est le langage de machine à état. Il y a les langages, plutôt il y a les diagrammes d'interaction qui se déclinent en deux types de diagrammes. Donc il y a les diagrammes d'une séquence qui est un diagramme d'interaction, l'interaction entre les objets pour lesquels l'ordre d'interaction est important. La communication aussi, les diagrammes de communication, c'est l'interaction entre les objets pour lesquels les connexions entre objets sont importantes. Il y a aussi le diagramme des composants. Ça rassemble des classes ou des composants tels que vus par l'équipe de développement pour décomposer les systèmes en partie des logiciels gérables. Donc, je peux prendre mon système, le décomposer en petits systèmes, d'accord, autonomes, qu'on appellera composants. Et le paquetage aussi, quand on rassemble les classes ou les objets de même type, d'accord, ça va constituer ce qu'on appelle le paquetage, d'accord. Par exemple, on veut donner à une équipe des fonctions spécifiques pour le traitement du signal, donc on va regrouper toutes les classes pour le traitement du signal ensemble. Le déploiement, ça va concerner tout ce qui est installation, configuration sur un parc de machines. Donc, le langage JML, comme on vient de souligner, possède quelques diagrammes que nous ne discuterons pas par manque de temps ou de place, vu votre niveau également. Pour l'instant, on va se focaliser sur quelques diagrammes importants, okay, tels que les diagrammes des cas d'utilisation, les diagrammes d'activité, les séquences et les diagrammes des classes. Si nous devons voir la modélisation avec l'UML, on peut utiliser l'approche 4+1 de Kruchten qui dit qu'au centre, nous avons le diagramme des cas d'utilisation. D'accord? C'est ces diagrammes-là qui nous donnent l'aspect fonctionnel de notre projet. Tout est centré sur le besoin. Sans le besoin, on ne peut pas voir le système. D'accord? Nous avons le besoin. Et on peut avoir plusieurs vues. Une vue logique, d'accord? Une vue statique
une vue processus et une vue déploiement. D'accord? Lorsque vous avez le diagramme des cas d'utilisation, la vue logique sera utilisée par les diagrammes des séquences ou des collaborations qui vous permet de voir les interactions. D'accord? Ainsi que les différentes classes et objets de votre système. Et la vue implantation va essayer de regarder les regroupements de ces différents packages, classes en paquetage. La vue processus, ça va représenter le processus, comment ça s'exécute, comment les tâches vont être exécutées. Et la vue répartition, c'est comment les informations seront déployées dans les différents nœuds. Donc, le modèle 4+1 de Kruchten d'un système informatique permet d'organiser la description du système en plusieurs vues complémentaires, chacune présentant le système selon un point de vue différent. D'accord? Ça veut dire quoi? Lorsque je représente mon système, je dois d'abord chercher le cas d'utilisation, je modélise. La vue logique, je représente les différents diagrammes d'interaction, tels que le diagramme des séquences ou de communication. Je représente les différents diagrammes des classes et d'objets qui vont représenter mes objets et leurs relations. Je représente les différents paquetages qui seront mis en place. Ça sera encore plus haut. Et après, je peux représenter les différents processus et par la suite, comment cela sera déployé. Donc, nous allons nous arrêter ici et par la suite passer au prochain point qui sera le premier diagramme, c'est le diagramme des cas d'utilisation. Donc, pour rappeler, le modélage avec la modélisation avec UML est très important. Donc, maintenant, vous devez commencer à creuser un peu sur l'UML, apprendre à connaître l'UML, à vous familiariser, à installer dans votre ordinateur un petit logiciel qui va vous aider à modéliser au fur et à mesure. Si on fait le diagramme des cas d'utilisation, voilà, à la maison, vous-même vous réalisez ça calmement, le diagramme de classe, le diagramme d'activité, ainsi de suite. Et à la fin, lorsque vous allez réunir tous ces bagages-là, il vous serait facile si on vous demande par exemple de modéliser un système. Lorsque vous utilisez la modélisation avec UML, vous pouvez vous dire, voilà, la première des choses, c'est de savoir d'abord les fonctionnalités de mon système. Et quel est le diagramme qui va me permettre de mieux représenter le système? C'est le diagramme des cas d'utilisation. Vous allez attaquer avec ce diagramme-là. Par la suite, vous pouvez passer à un autre diagramme, tel que l'interaction, le diagramme de séquence, pour comprendre chaque cas d'utilisation en détail. En réalité, livrer une pizza veut dire quoi? Par exemple, ouvrir une porte, c'est quoi en termes d'interaction? D'accord? Envoyer un SMS ou envoyer un M-Pesa, c'est quoi en termes d'interaction? D'accord? Allumer par exemple une lampe, c'est quoi en termes d'interaction? Donc, chaque élément doit être décrit de manière séquentielle pour bien comprendre son fonctionnement. Ok? Donc, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt pour le prochain point.